L'objectif de cette séance est de présenter le logiciel SPSS. Donc je vais commencer par présenter le logiciel d'une manière générale, présenter l'ensemble des manœuvres qu'on peut opérer sur ce logiciel, et par la suite je vais passer à la manière d'importer les bases de données pour par la suite opérer les analyses usuelles comme tout ce qui est validation d'échelle de mesure et par la suite passer au test des hypothèses de la recherche. Donc je vais commencer par présenter l'interface. Donc comme vous voyez, ça a une forme d'un tableur. Donc un tableur, c'est comme un tableur Excel. En principe, ça a le fonctionnement d'un tableur Excel avec des macros intégrés, bien entendu, mais c'est une solution qui est très performante. Donc SPSS, au début Statistical Package for Social Sciences, est un produit d'IBM, qui est l'un des géants de l'industrie logicielle. C'est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses. Comme vous voyez ici, c'est l'ensemble des analyses qu'on pourrait opérer. Donc vous voyez des types de statistiques différentes, des statistiques descriptives, des tableaux, des comparaisons de moyennes, des modèles linéaires, etc. Et nous avons aussi la possibilité de rajouter des syntaxes, c'est-à-dire si jamais nous n'avons pas d'analyse prévue par le logiciel ici, donc nous avons ici des syntaxes qu'on peut rajouter pour intégrer de nouvelles analyses qui ne sont pas initialement supportées par SPSS. Et donc c'est une fonctionnalité qui est très importante puisque avec ce codage SPSS devient complet, mais aussi c'est une solution qui permet aussi de passer vers des analyses de type data mining avec une autre solution SPSS, parce qu'il n'y a pas que SPSS Statistics. L'interface que nous avons ici s'appelle SPSS Statistics. Le produit s'appelle SPSS Statistics. Il y a 2 ou 3 autres produits de SPSS. Il y a SPSS Amos qui permet de réaliser des équations structurelles. Et il y a SPSS Modeler. Alors SPSS Modeler, il permet de réaliser des analyses de type data mining, qui pourraient par la suite être aussi couplées avec Python. Ça pourrait même être couplé avec Python pour SPSS Modeler. C'est pour ça qu'aujourd'hui SPSS c'est l'une des solutions les plus complètes du marché. C'est l'une des solutions les plus complètes du marché et nous allons aussi pouvoir l'utiliser pour des fins de recherche scientifique. Donc on commence par le commencement. Pour ouvrir un fichier quelconque, on commence par ouvrir fichier. Donc on clique sur fichier ouvrir, comme vous voyez ici. Là je pourrais ouvrir tout type de fichier, enregistrer ou non, ou je clique tout simplement sur ce bouton d'action directe qui est ouvrir un document. Maintenant l'avantage d'SPSS, c'est lorsque vous l'installez, lorsqu'on installe SPSS, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent déjà ça, c'est lorsqu'on installe SPSS, nous avons dans le chemin C, donc C, programme, je cherche mon logiciel, soit programme file, ça dépend. Je cherche IBM, parce que c'est un produit d'IBM. Vous voyez SPSS, Statistics. Là c'est la version 25 que j'ai. Là vous aurez votre version. Vous mettez samples, vous cherchez samples. Et là vous avez un ensemble de bases de données que vous avez dans votre ordinateur, à vous. C'est-à-dire, c'est un pack que vous avez avec l'installation du logiciel. Et donc là, vous cherchez la langue que vous voulez, French ou English. Et là, vous avez un ensemble de bases de données qui sont des bases dédiées à des exercices, qui sont en fait les exercices d'apprentissage d'SPSS que vous avez avec le tutoriel. Parce que, toujours, lorsque vous avez accès au tutoriel SPSS, soit dans le menu Help,
ou carrément vous pouvez télécharger le guide SPSS, il est gratuit. Là, vous avez un ensemble d'exercices d'application pour maîtriser le logiciel, et ce sont des exercices d'application. Vous avez, comme j'ai dit, un ensemble de fichiers qui sont là. Donc, ce sont des fichiers d'exercices SPSS. Et le tout premier exercice est celui de démo, démonstration, donc démo de départ. Je vais revenir sur cela tout de suite. Maintenant, aussi sur SPSS, à chaque fois que vous voulez réaliser une analyse quelconque, il vous demande d'ouvrir des données. Bon, tout à l'heure on va les ouvrir, mais vous avez toujours l'aide. Donc ces rubriques d'aide, ils vont vous montrer exactement tout ce qu'il y a à faire. Là vous avez tutoriel, vous avez les rubriques, vous avez le site du support, vous avez vraiment tout, d'accord? Et donc franchement, vous pouvez travailler sur SPSS vraiment sans l'aide de quiconque. Ça suffit juste d'avoir un peu de temps et de vous investir pour avoir cette compétence-là. Donc, une fois vous réalisez une enquête quelconque, et lorsque vous allez collecter les données, vous allez passer au codage des données, vous allez avoir un document, une base de données comme ça. C'est-à-dire, ça c'est une base de données de réponses de questionnaires. Ça est un exemple, c'est un exemple. Ce que vous avez ici, c'est l'ensemble des répondants. Donc là, nous avons quelque chose comme voilà, nous sommes 201 répondants. Donc là, vous avez des répondants. Là, vous avez les variables, l'âge, le genre, le statut matrimonial, l'adresse, le revenu, la catégorie de revenu, la catégorie de job, de CSP, de travail. Donc, vous allez vouloir travailler sur une base de données comme ça. Une base de données comme celle-là, vous pouvez l'avoir suite à l'administration d'un questionnaire sur Google Drive, par exemple. Lorsque vous administrez sur Google Drive, là, vous pouvez obtenir une base de données comme ça. Maintenant, c'est une base de données qui n'est pas codée, c'est une base de données sur Excel, brute, simple, et vous allez vouloir la travailler sur SPSS. Donc, la première des choses, c'est d'ouvrir SPSS, comme vous voyez, cliquer sur Fichier, Ouvrir, Données, et vous allez chercher le chemin vers le fichier voulu. Donc, comme vous voyez, là, il ne me montre que ce démo qui est un démo déjà enregistré sur SPSS. Là, je pourrais demander à changer le type de fichier. Et là, je vais demander Excel. Vous voyez. Donc, si j'ouvre le fichier sur Excel, voilà, je clique sur Ouvrir. SPSS va me dire si la feuille de calcul ou si le fichier Excel se compose de plusieurs feuilles de calcul. Là, je n'ai qu'une seule feuille, Sheet 1, feuille 1. Donc, c'est celle que je veux. Il me montre un peu la répartition. Donc là, il me donne un aperçu des variables que j'ai. Et donc, il va me dire, voilà l'affichage. Donc, ça aura l'air de ça. Donc, pour vérifier si c'est bien ma base de données à moi ou pas, pour vérifier si je ne me suis pas trompé, vérifier le nombre de variables que j'ai ici, le nombre de répondants. Donc si tout est bon, je clique sur OK. Donc, le logiciel a fait une chose, c'est qu'il a pu ouvrir une base de données Excel en faisant une reconnaissance automatique des types de variables lui-même. C'est-à-dire, bon, là je parle des versions récentes de SPSS, 21, 24, 25, etc. Les versions récentes permettent de reconnaître plus ou moins le format et le type des variables, et donc je n'ai pas besoin
de toujours spécifier. Vous voyez, donc ça c'est un apprentissage d'SPSS, et ça c'est un peu le principe aussi du data mining. Le data mining, c'est lorsque le logiciel reconnaît automatiquement le format et la forme des variables pour permettre plus ou moins d'opérer les analyses convenues. Et donc, je m'assure que les variables sont les bonnes. J'ai l'âge, le genre, statut matrimonial, adresse, income catégorie, job catégorie. Donc, je vérifie si tout est bon. Ok, tout est bon. Donc, puisque le logiciel a vu que j'ai ici beaucoup de modalités, donc forcément, il a attribué des rôles à chaque variable. Donc, maintenant, je vais expliquer l'interface globale d'SPSS. SPSS présente un peu deux interfaces. Nous avons cette première interface que vous voyez, c'est la vue des données. Et là, c'est la vue des variables. La vue des données, donc tout simplement, c'est le tableur. C'est ma base de données. Là, il me présente l'ensemble des variables que j'ai. Pour la vue des variables, là, j'ai besoin de paramétrer. J'ai besoin de paramétrer pour vérifier si toutes les conditions sont bonnes, etc. Et donc, je vais commencer par la première variable, qui est l'âge. L'âge, j'ai une variable qui varie en fonction des répondants. J'ai beaucoup d'âge ici. Donc, pour m'aider, je peux cliquer sur Analyse, Statistiques descriptives, Fréquence. Et je demande à voir la fréquence de l'âge. Donc je clique sur âge ici. Ici j'ai l'affichage des tableaux de fréquence qui est automatique. Je clique sur OK. Là il me dit que j'ai 200 observations, pardon. Et là je n'ai aucune donnée manquante. Et donc les âges varient de 19 ans jusqu'à 76 ans. Et donc là je vois que j'ai beaucoup de modalités. Donc c'est bon. Donc je vérifie un peu l'apparence globale de mes données. Donc je vois que c'est une variable quantitative. Donc le nom de la variable, donc c'est âge. C'est une variable quantitative numérique. Maintenant j'explique comment on va paramétrer l'ensemble des champs. Le nom de la variable, en principe, ne doit pas contenir d'espace. Donc l'espace, c'est un caractère qui est interdit dans le nom de la variable. Aussi, on recommande de ne pas dépasser 8 caractères dans le nom de la variable. Dans certaines versions antérieures d'SPSS, c'était carrément une condition. On ne pouvait jamais dépasser les 8 caractères. Mais maintenant, on peut la changer, mais il y a aussi d'autres logiciels qui peuvent aussi interagir avec SPSS, mais quand même il y aurait des limitations. Donc nous, on recommande de ne pas dépasser les 8 caractères dans le nom de la variable ici. Pour les types de variables, là je clique sur ce petit bouton que vous voyez là. Là j'ai numérique. Numérique, c'est-à-dire les variables se présentent sous forme de chiffres, comme notre exemple ici, comme le cas de l'âge. Là j'ai virgule, c'est-à-dire j'ai des chiffres après la virgule, donc ça va être des décimales, des poids ou autres, hein, donc lorsque j'ai beaucoup de points après la virgule. Là j'ai des points, c'est-à-dire ça se présente en milliers, donc ce sont des milliers. Milliers, millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, quadrillions, quadrilliards, etc. Scientific notation, ça c'est pas pour nous en sciences de gestion. Lorsque les données sont sous forme de dates, des dates d'enregistrement, des dates de pointage, des dates d'entrée, des dates de sortie, des dates d'anniversaire, des dates de recrutement, des dates d'achat, donc ça dépend de votre problématique. Là, lorsque les données sont sous forme de dollars, ou lorsqu'elles sont sous forme d'un autre symbole monétaire, chaîne de caractères. Alors, la chaîne de caractères, c'est lorsque nous avons des aspects rédigés phraséologiques, comme l'adresse mail,
Dans notre exemple ici, le genre homme-femme, donc c'est male-female, MF, donc c'est chaîne. Hein, donc lorsque je verrai, gender, c'est male-female, homme-femme. Lorsqu'il voit des caractères autres que les chiffres, là il considère que c'est une variable de type chaîne. Et donc la variable de type chaîne peut intégrer aussi l'espace. Donc, il considère l'espace comme un caractère également. Donc, vous voyez, j'ai des espaces ici. Donc, par la suite, il faudrait calibrer le tout. Je continue. Nous avons ici le numérique limité, c'est-à-dire entier avec des zéros non significatifs. Les numéros du district, numéro de téléphone, 01, 001, les ID, tout ça, ça fait partie des numériques limités. Et donc, d'une manière générale, les variables qu'on traite sur SPSS sont soit sous forme numérique, soit sous forme chaîne, ou alors sous forme de date. Hein. Ce sont les données les plus fréquentes sur SPSS, et généralement, les données de chercheurs en sciences de gestion sont des données soit numériques, soit chaîne, principalement. Ok, donc là je vérifie que c'est numérique, donc ok, il n'y a pas de problème. Ok, largeur, c'est la largeur du nombre de caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères autorisés. Là j'ai 2, c'est-à-dire ça va de chiffres singuliers à des chiffres pairs, vous voyez, mais je n'ai pas des centaines, je n'ai pas de centaines ici, et donc je peux aller à 2 pour la largeur sans problème. La décimale, c'est-à-dire les chiffres après la virgule, j'ai 0, mais je peux toujours augmenter. Donc si je fais 1, comme vous voyez ici, là ça va être 25,0. C'est important lorsque les données elles-mêmes sont des données décimales. Il faut vérifier, hein, parce que parfois si vous ne cochez pas cette rubrique, vous aurez l'impression que ce sont des chiffres arrondis alors qu'ils ne le sont pas. Libellé, c'est le libellé que je veux lorsque je veux afficher un nombre de variables complet sur la variable en question. C'est-à-dire âge, tout court, là je peux mettre âge des répondants. Et donc lorsque j'aurai des résultats, ces résultats ils vont avoir ce libellé là et non le nom de la variable. Pourquoi? Parce que tout simplement tout à l'heure j'ai dit que les noms des variables ne doivent pas dépasser quelques caractères, les noms de variables ne doivent pas intégrer d'espace aussi, et donc forcément peut-être que les noms des variables ne vont pas être compréhensibles si nous sommes plusieurs à travailler sur la même base de données, ou si c'est une base de données ancienne qu'on cherche à réexploiter, etc., etc. Par la suite, là j'ai les valeurs. Pour les valeurs, c'est ce qu'on appelle le codage. Là je n'ai pas besoin de faire du codage. Ça s'ouvre automatiquement, comme vous voyez. Donc là je n'ai pas besoin de codage. Je peux spécifier si j'ai des variables manquantes ou pas. Là je n'ai pas de variables manquantes. Par contre, ici, pour le statut matrimonial, j'ai des variables manquantes. Comment je sais que ce sont des variables manquantes? Lorsque je vois des points. Lorsque je vois des points, là, c'est-à-dire que c'est une variable manquante. Par contre, lorsque je ne vois rien, c'est-à-dire que je n'ai pas de réponse pour toute la ligne. C'est-à-dire le répondant numéro 201 ne m'a pas fourni ces données-là. Par contre, ce répondant numéro 3 m'a fourni quelques données, mais ne m'a pas fourni cette donnée-là. Et donc, ça va être une variable manquante. Par la suite, on verra comment on va traiter. Les colonnes, c'est tout simplement la largeur de la colonne. Hein, est-ce qu'elle est large ou étroite? L'alignement, ça c'est juste un aspect de forme, à gauche ou à droite. La mesure. Maintenant, les mesures que nous avons. Nous avons 3 grosses mesures pour SPSS. Comme vous voyez, j'ai la mesure échelle, j'ai la mesure ordinale et j'ai la mesure nominale. La mesure échelle, comme vous voyez, elle a ce petit symbole qui est le symbole de la règle.
La règle veut dire que j'ai beaucoup d'unités et entre les grandes unités, j'ai des petites unités et je peux aller vers une quantité infinie d'unités. C'est ça. C'est ce que signifie la règle. C'est-à-dire, j'ai 1 cm, 2 cm, 3 cm et je pourrais avoir 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, etc. Je peux avoir 1,11, 1,12, 1,13, etc., etc. Et donc, lorsque j'ai une possibilité d'avoir beaucoup de variables, beaucoup de données, en nombre très important, voire même innombrable, j'ai l'échelle. C'est ce qu'on appelle une variable quantitative continue. Une variable quantitative continue, c'est une variable qui peut intégrer énormément de modalités en fonction de la taille de l'échantillon. C'est-à-dire, si j'ai un échantillon de 100 personnes, ou de 200 personnes, comme on l'a vu tout à l'heure ici, donc j'ai ces modalités, 19, 20, 21, 22, 23, etc. Si j'ai une taille d'échantillon plus grande, je peux encore avoir des modalités inférieures à 19 et je peux avoir des modalités supérieures à 76. Quand vous voyez là, j'ai 67, 68, 72, donc je n'ai pas la modalité 69, 70 et 71 par exemple, je ne les ai pas. Et donc c'est un nombre de données qui pourrait changer en fonction de la taille de l'échantillon. Lorsque j'ai des variables comme ça, on les appelle des variables quantitatives continues. C'est ce qu'on appelle échelle. Les ordinales. Alors, les ordinales, ce sont des variables quantitatives aussi, d'accord? Elles sont quantitatives, mais elles sont discrètes. C'est-à-dire que ces variables-là, ou ces données-là, sont en nombre réduit. Et sont en nombre réduit. Par exemple, quel est le nombre d'enfants que vous avez? Je sais que ça ne peut jamais dépasser, par exemple, 10 ou 11. Et en moyenne, j'aurai uniquement 4 ou 5. Dans des villes, etc., je pourrais avoir une moyenne de 2 ou de 3. Et donc, peu importe la taille de l'échantillon, je ne vais jamais dépasser les 10 ou 11. C'est ça une variable quantitative, discrète ou des variables ordinales. Ordinal, c'est aussi pour désigner les échelles de 1 à 5, de pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord. Donc si j'ai de 1 à 5, de pas du tout d'accord jusqu'à tout à fait d'accord, peu importe la taille de l'échantillon, j'aurai toujours 5 modalités. Et donc lorsque j'ai un nombre de modalités défini et réduit, peu importe la taille de l'échantillon, là j'ai une variable qui s'appelle variable quantitative discrète, que je pourrais approcher par une variable ordinale. Elle pourrait être soit une question qualitative sous forme d'échelle qui a été convertie en code, c'est-à-dire de pas du tout satisfait jusqu'à très satisfait, et je leur ai attribué les codes de 1 à 5, donc j'ai 5 modalités. Ou alors c'est une donnée quantitative discrète dès le départ. Par exemple, le code de la ville, ou le code de la région. Je n'ai que 12 régions, donc peu importe la taille de l'échantillon, ça ne peut jamais dépasser 12. Si jamais j'ai donné des codes pour les régions, etc. C'est très important la distinction entre ces deux choses. Pourquoi? Parce que les statistiques qu'on va utiliser vont dépendre étroitement de la mesure de la variable. Si la variable est continue ou si elle est discrète. Vous voyez, lorsque j'ai des variables continues, là, ça va être des statistiques paramétriques sans aucun problème. Lorsque j'ai des données discrètes, peut-être que je pourrais passer vers des statistiques non paramétriques. C'est-à-dire, est-ce que la moyenne et l'écart type veulent dire déjà quelque chose ou pas pour ces variables-là. Et enfin, j'ai les variables nominales. Alors, les variables nominales, c'est lorsque, toujours elles peuvent être quantitatives, numériques. Nominal, c'est lorsque je n'ai pas d'ordre entre les modalités. Je n'ai pas d'ordre entre les modalités lorsque j'ai par exemple homme et femme. Pour homme, je donne le code 1 et pour femme, je donne le code 2. Que je donne à l'homme le code 1 ou le code 2, ça ne va rien changer dans l'histoire. Vous voyez?
Même dans les villes du royaume, par exemple, s'il n'y a pas de code spécifique, il n'y a pas d'ordre entre les villes, et donc si je donne à Casablanca le code 1, le code 2 ou le code 4, ça ne va absolument rien changer. Donc, lorsque le code ne veut absolument rien dire, là nous sommes dans des mesures qu'on appelle nominales, comme vous voyez. Et ça, c'est très important. Lorsque l'ordre ne veut rien dire, là, je ne peux pas dire qu'il y a une intensité entre les modalités, qu'il y a un ordre entre les modalités, et donc les statistiques que je vais pouvoir faire vont être uniquement des statistiques non paramétriques ou alors des statistiques de segmentation. C'est-à-dire, je ne pourrais faire que des regroupements des gens en fonction de leur code et non des analyses d'intensité ou des analyses d'impact. Là, je ne peux pas mesurer des impacts lorsque la variable est nominale et je ne pourrais pas vraiment le calibrer. D'accord? Le rôle ici, c'est pas très important. Par contre, il est lorsqu'on est sur SPSS Modeler, c'est juste le rôle de la variable dans le modèle. Est-ce que c'est une variable explicative ou est-ce que c'est une variable à expliquer? Comme vous voyez, est-ce que c'est une variable d'entrée, c'est-à-dire une variable explicative? Est-ce que c'est une variable cible, c'est-à-dire une variable à expliquer? Ce sont les deux, c'est-à-dire c'est un modèle continu. Il y a des variables intermédiaires. Aucun. J'ai envie de travailler sur des segmentations autres, et donc je n'ai pas d'ordre entre les variables. Partition ou scindé, c'est-à-dire c'est une partition d'autres variables ou c'est une scission d'autres variables. Alors, maintenant en parlant de cette première variable l'âge, je vais traiter un cas particulier. Est-ce que je vais poser la question de l'âge sous forme de question directe, quel âge avez-vous? Ou est-ce que je vais poser la question, à quelle catégorie d'âge appartenez-vous? Ça, c'est une question qui est récurrente et tout le monde se pose cette question. Pour moi, l'idéal, ce n'est même pas de poser la question comme ça, mais c'est de dire, quelle est votre date de naissance? Directement. Lorsque j'aurai la date de naissance, je vais prendre la date de naissance d'aujourd'hui, moins la date de naissance déclarée par le répondant, ça va me donner l'âge au jour convenu. Pourquoi? Parce que ça pourrait être une base de données que je vais vouloir exploiter aujourd'hui, demain, le mois prochain, d'ici une année. Si c'est une base de données de clients ou autre, je pourrais l'exploiter sur beaucoup d'années pour savoir le taux de vieillissement de ma population, etc. Est-ce que des gens sont toujours recevables ou pas? Est-ce qu'ils sont toujours solvables ou pas? Est-ce qu'ils sont toujours en poste ou pas? Etc. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai toujours besoin d'avoir la forme la plus brute de la variable pour me permettre de faire toutes les statistiques et tous les regroupements que je désire. Et donc, sur SPSS, j'ai la possibilité par la suite de passer de la déclaration directe de l'âge vers des catégories. Et donc, ça suffit de cliquer sur transformer, comme vous voyez. Regroupement visuel. Lorsque je mets regroupement visuel, comme vous voyez, ça permet de passer d'une forme continue à une forme catégorielle. Regroupement visuel, je vais sélectionner l'âge des répondants, je clique sur poursuivre, et comme vous voyez, là il va me permettre de faire le tri comme je veux et de regrouper les modalités comme je veux. Et donc il me montre un peu, grosso modo, j'ai ici un minimum de 19, maximum de 76, comme on a vu tout à l'heure. Il me demande de nommer la nouvelle variable, donc je vais dire âge reg, donc âge regroupé. Pourquoi? Parce que j'ai dit le nom de la variable ne doit pas contenir d'espace. Et ici, il me propose déjà un libellé.
Et là, je vais vouloir créer les divisions. Donc, je clique sur créer les divisions. Emplacement de la première division, là, je vais dire 19 ans. Donc, à partir de 19 ans. Et je peux soit décider d'avoir un nombre de divisions fixe ou avoir une largeur fixe. Et donc, là, je vais essayer de voir comment se répartit un peu mon échantillon. Là, je vois que j'ai beaucoup de modalités regroupées là, j'ai beaucoup de modalités ici aussi, hein, entre 18 et 30, de 37, etc. J'ai très peu de modalités au-delà de 67 ans. Et donc, je peux dire, la dernière, ça va être 60 et plus. Bon, je verrai. Hein, je pourrais créer une largeur fixe, par exemple, je vais dire de 10 ans. Lorsque je vais cliquer sur ce cadran, il va me dire que SPSS va me proposer 6 divisions. J'applique, il va me montrer un peu. Donc, voilà les divisions que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Je pourrais changer ici, hein, pour intégrer un nombre de répondants, pour avoir des aspects homogènes, etc. Et donc, une fois je finis, hein, par la suite, je pourrais revoir. Hein, je clique juste sur réinitialiser. Et je vais pouvoir retravailler comme je le souhaite. Maintenant, je vais dire à partir de 25 ans. À partir de 25 ans. Avec des dizaines d'années de largeur. Ok. J'applique. L'objectif, c'est d'avoir plus ou moins des tailles d'échantillons plus ou moins égales à l'intérieur de chaque division. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'avoir des tailles égales, plus ou moins, pour que cela n'affecte pas les autres variables. Donc je peux éliminer la dernière, hein, pour avoir une division de 3, 4, 5 et 6. Par la suite, je peux demander à créer carrément des libellés. Donc les libellés sont aussi définis automatiquement, comme vous voyez ici. Si tout est bon pour moi, je vérifie aussi est-ce que les limites supérieures sont intégrées, ou inclus ou exclus. Ça dépend de ce que je veux. Et je clique sur OK. Il me dit la spécification va créer une nouvelle variable. Oui, c'est ce que je veux. Pour ne pas écraser la première, je clique sur OK. Donc lorsque je reviens sur ma base de données, là je vois qu'il y a une nouvelle variable qui s'est rajoutée maintenant. Mais maintenant avec des modalités, comme vous voyez. Donc je suis passé de la forme de l'âge de 19 ans jusqu'à 77 ans, jusqu'à une forme d'âge sous forme de catégorie. Et donc je suis passé d'une variable quantitative continue à une variable quantitative discrète sous forme ordinale. Et maintenant, là, la mention des valeurs a été faite. C'est ce qu'on appelle le codage. Donc le codage, c'est que là j'ai des codes de 1 à 6 et chaque code désigne une modalité. Donc là j'ai des libellés par code, comme vous voyez. D'accord? Et donc maintenant SPSS ne va reconnaître que 1 à 6. Peu importe ce que je rédige ici. Je pourrais dire inférieur à 25. Je pourrais changer si je veux. Inférieur à 25 ans. Si je changer. 66 ans et plus. Changer. Ok. Vous voyez, donc je peux changer comme je veux. Parce que SPSS, ce n'est pas un logiciel d'analyse qualitative, c'est un logiciel d'analyse quantitative. Ce qu'il comprend, ce sont les chiffres. Il ne comprend pas ce qu'on va
mettre comme libellé. On peut écrire vraiment tout ce qu'on veut. Pour lui, si ce sont des libellés, ça peut désigner des choses en langue française, en langue anglaise, en langue arabe, en langue chinoise, japonaise, tout ce que vous voulez. Sinon, ça va être chaîne. Et pour lui, chaîne, c'est tout type de caractères. Espace, arrobas, des chiffres, des lettres, tout ça, ça fait partie de chaîne. Et donc, le premier exercice à faire pour SPSS, c'est de faire un codage pour toutes les variables. Et donc, là, j'ai des codes qui sont relativement nécessaires pour certaines variables et j'ai des codages qui ne sont pas nécessaires pour certaines autres. Donc, lorsque la variable se présente d'elle-même sous forme numérique, a priori, je n'ai pas besoin de codage. Ça, c'est l'exemple des gens qui font la recherche en finance, etc., qui travaillent sur des chiffres d'affaires, comme vous voyez, des âges, des catégories, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, lorsque nous avons des variables, comme le genre homme, femme, là, j'ai besoin de faire du codage. Donc, d'abord, je vais essayer de voir comment on va faire pour le codage. J'ai combien de codes ici? J'ai F et M. Est-ce que c'est bon? Je ne vais avoir que F et M? Toujours, il faudrait que je voie. Je fais analyse, descriptive, fréquence. Il n'y a pas de problème, je peux même calculer la fréquence pour des variables qualitatives sous forme de chaîne. Comme vous voyez, là j'ai chaîne. Lorsque j'ai petit a ici, ça veut dire que c'est chaîne. Parce qu'il va me calculer le nombre de fois qu'un caractère a été cité, aucune variable a été citée, aucune observation a été citée. Et donc, effectivement, je n'ai pas que deux modalités, mais j'ai trois espaces. Là, j'ai deux espaces M. Il l'a considéré comme une modalité. J'ai espace F, il l'a considéré comme modalité. J'ai F, il l'a considéré comme autre modalité. Et j'ai M qui l'a considéré comme autre modalité. Vous voyez? Donc, toujours, lorsque nous avons des variables à traiter sur SPSS, on a toujours besoin de commencer par faire ce qu'on appelle le dépouillement du questionnaire, c'est-à-dire la préparation des données avant analyse. Et ce travail de préparation des données, ça prend parfois des heures et des heures. Il faudrait s'assurer que tout est bon, parce que par la suite, l'analyse se fait juste en quelques clics. Et donc, là, je sais que j'ai des espaces M, donc je n'ai qu'une seule modalité comme ça, une seule modalité, donc ça va faire que je puisse les repérer facilement. Si j'ai plusieurs modalités, je vais faire CTRL F, je vais chercher et remplacer les modalités ou trier par ordre pour que je puisse les traiter. Donc là, je pourrais les vérifier directement parce que c'est observable pour moi sans problème. Donc je pourrais la changer ici. Donc c'est deux espaces, effectivement, et là c'est trois espaces. Très bien. Maintenant, je vais refaire l'analyse. Donc je clique sur d'accord, enregistrer. Donc j'enregistre. J'enregistre juste dans le desktop. Je vais l'appeler test. Et donc maintenant, je vais revoir, toujours changer, ok. Ok, maintenant je n'ai que deux modalités, parfait, donc je peux passer au codage. C'est juste une question de logique. Hein. Ne cliquez jamais sur les boutons exécuter, analyser, etc. Avant de vous assurer que tout est bon, que tout va très bien. Maintenant, pour faire le codage, j'ai deux manières, soit la manière manuelle, soit la manière automatisée. Donc, pour la manière manuelle, je pourrais rapidement, hein, bouton droit, je peux trier pour que les femmes soient rangées d'un côté et que les hommes soient rangés de l'autre. Pour les femmes, je vais leur donner le code 1. Je vais copier cette modalité. Donc pour toutes les femmes, je vais leur donner le code 1. Donc je vais coller 1. Et pour tous les hommes, je vais leur donner le code 2. C'est relativement simple.
Là, c'est la méthode manuelle. C'est une méthode qui n'est pas utilisable. Moi, je l'utilise maintenant juste pour vous montrer et pour vous expliquer le sens des choses. Donc, la première des choses, lorsque j'ai voulu faire du codage, je n'ai pas écrasé la première variable, mais j'ai créé une autre. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques que je me trompe, il y a des risques que les codes attribués ne soient pas les bons, il y a des possibilités que je veux changer de codage et autres. Et donc, je ne vais jamais écraser des variables d'origine. Ou alors, je devrais toujours conserver une base de données brute à chaque avancement validé de ma recherche. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que la même base de données pourrait servir, comme j'ai dit, pour plusieurs analyses et ça pourrait même travailler ou faire travailler un groupe de personnes. Et donc maintenant, j'ai cette nouvelle variable. Toujours lorsque je rajoute une variable inconnue, SPSS va lui attribuer un nom aléatoire, variable 0001. Donc je vais la rappeler, je vais dire ça c'est le genre codifié. J'appelle genre codifié 1. Bon. Genre codifié 1, voilà, ok. Donc là vous voyez, ça va changer. Genre codifié 1. Je n'ai pas besoin d'avoir les décimales. Ok. Donc 1 c'est femme et 2 c'est homme. J'irai voir les valeurs. La valeur 1, ça va être femme. J'ajoute. La valeur 2, ça va être homme. J'ajoute. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai une variable. Je vais l'appeler genre codifié 1. Pour la mesure, je n'ai que deux modalités. Donc ça va être ordinal ou nominal. Ça va être nominal. Pourquoi? Parce que les femmes sont en code 1. Peu importe que les femmes soient en code 1 ou en code 2, ça ne va rien changer dans l'histoire. Et donc c'est nominal parce qu'il n'y a pas d'ordre entre les modalités. Je ne peux pas dire que 2 est supérieur à 1 ici. 2 n'est pas supérieur à 1. C'est juste des codes que j'ai attribués. D'accord? Par contre, ici dans les âges, tout à l'heure, j'ai les modalités inférieures à 25, 26, 35, etc. 3 est supérieur à 2. Et 2 est supérieur à 1. Et donc là, l'ordre est important. Et donc ça va être une variable ordinale. Ici, l'ordre n'est pas important et donc c'est une variable nominale. Et toujours, une variable nominale, c'est une variable qu'on va utiliser ultérieurement et pour laquelle on ne pourrait pas faire des statistiques d'impact. Ça va être juste des statistiques de relation, de corrélation, ou des statistiques non paramétriques ou des statistiques de regroupement. C'est très important ce que je dis parce que tout ce qui va venir va dépendre de tout cela. Donc ça c'est la méthode plus ou moins la méthode manuelle. Ça donnait un résultat, mais je ne peux pas m'amuser à coder ou codifier manuellement toutes les variables. Pourquoi? Parce que je pourrais me retrouver avec des bases de données où il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'observations, énormément de variables, etc. Et donc, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Et donc, j'ai la méthode automatisée. Donc, c'est transformé. Je pourrais recoder les variables ou recoder automatiquement. Recoder lorsque j'ai envie de sélectionner quel code je vais attribuer à chaque modalité. Lorsque je sais que exactement les hommes c'est code 1 et femmes c'est code 2 ou inversement, parce que je sais exactement quel type de code je vais attribuer. Par contre, lorsque je suis dans une variable comme ça, où les codes ne sont pas trop importants, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4, ça change pas grand-chose dans l'histoire, comme les genres, les villes, les régions, les pays, ça dépend. Hein. Ça dépend de l'importance de chaque variable dans mon modèle de recherche. Là, je vais cliquer sur recoder automatiquement. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Recoder automatiquement. Gender. Je vais le recoder.
comme ils me disent gender, ça va donner lieu à quelque chose, point d'interrogation, donc on a besoin de spécifier. Là, je vais l'appeler gender codif 2 maintenant, ou codif auto, je vais mettre automatique. Donc là, j'ai beaucoup de caractères. Je pourrais genre code auto par exemple. Donc c'est à moi de choisir un peu les appellations que je veux. Donc genre codé automatiquement. Et il va me dire recodage à partir de la valeur la plus faible ou la plus élevée. C'est-à-dire celle qui est la plus faible, il va lui attribuer le code 1 et ainsi de suite. Ou inversement, c'est-à-dire c'est la valeur qui est la plus élevée qui va lui attribuer le code 1. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je pourrais avoir beaucoup de variables et donc je pourrais aussi vouloir coder beaucoup de variables à la fois. Par exemple, les oui, non, oui, non, oui, non. Possédez-vous ceci, possédez-vous cela, etc. Donc j'ai 6, 7 ou 8 variables pour lesquelles toujours la réponse est de oui ou non. Donc je pourrais utiliser le même schéma pour toutes les variables en même temps. Ou alors je pourrais traiter les variables manquantes automatiquement. C'est-à-dire lorsqu'il va trouver qu'il n'y a pas de réponse, il va lui attribuer un code supplémentaire. Donc là, j'ai pas besoin de faire tout cela parce que je n'ai pas de variable manquante ici. Là, je pourrais même avoir des modèles préenregistrés. Si j'ai des modèles de variables manquantes, je pourrais enregistrer des variables à codifier que j'aurais utilisées préalablement. Donc, pour moi, c'est bon ici. Je clique juste sur valeur la plus faible. S'il n'y a rien à cocher, je coche rien. Je clique juste sur OK. Donc, lorsque je vais cliquer sur OK, le logiciel va me dire qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il a fait l'analyse auto-recode de la variable genre, qui est devenue GNR code auto, donc genre code automatisé, genre codifié automatiquement. Et donc, il va me dire les femmes, il leur a donné le code 1 et les hommes leur a donné le code 2. Et donc, là, je vais vérifier dans ma base de données. Là, je vais voir qu'il y a une autre variable qui s'est rajoutée, genre code automatiquement. Là, vous voyez, ce sont les mêmes codes. Et aussi, il a donné le code, mais vous voyez, c'est F et M et non femme et homme. Pourquoi? Parce qu'il a changé le nom de la variable par le code. Il a changé la valeur de la variable par le nom de la code, pardon. Par le nom du code, pardon. Donc là, je dis femme, changer, et là, homme, changer. Ok. Donc là, j'ai pu faire une analyse de recodage automatique en quelques clics. Donc l'objectif des SPSS, c'est ça, c'est de permettre de faire des analyses rapides. Et honnêtement, ça a un grand avantage. C'est que ça suffit juste de préparer la base de données et par la suite, tout se fait avec quelques clics et l'analyse ne prend pas beaucoup de temps en principe. L'autre méthode, c'est recoder les variables, toujours genre, mais maintenant je voudrais préciser les anciennes et les nouvelles valeurs. Et donc tout simplement, l'ancienne valeur c'est M, je lui donnerai le code de 2, ajouter. L'ancienne valeur c'est F, je lui donnerai le code 1, ajouter. C'est tout. Mais ici, il me donne beaucoup de possibilités. Je pourrais avoir des plages de variables, je pourrais renommer les systèmes manquants, les valeurs manquantes, les plages, c'est-à-dire les âges. Si j'ai vraiment envie, j'ai beaucoup de catégories d'âge et j'ai vraiment d'avoir les gens entre 18 et 25 ans, je leur donnerai le code 1, les gens entre 25 et 30, je leur donnerai le code 2, etc. C'est là où je pourrais travailler, les plages. Les plages du minimum jusqu'à la valeur 25, c'est-à-dire moins de 25 ans, je leur donnerai un code, etc. Où je pourrais codifier une variable et laisser toutes les autres variables avec une modalité. Par exemple, moi je m'intéresse uniquement par exemple aux gens qui sont entre 18 et 25 ans. Donc entre 18 et 25, donc je vais dire plage entre 18 et 25, je leur donnerai un code. Et toutes les autres modalités, je leur donnerai un code. Là, je vais opérer ça tout de suite pour que vous puissiez voir. Mais dans mon cas ici, je n'ai besoin que de cela. Je n'ai besoin que de l'ancienne valeur et de la nouvelle parce que dans cette variable, je n'ai que deux modalités M et F. Poursuivre.
OK. Là, c'est une nouvelle analyse. Donc, recode. Vous voyez, tout à l'heure, c'était auto-recode. Maintenant, c'est recode. Gender. Male va devenir 2 et female va devenir 1. Execute. Donc, c'est exécuté. Par contre, ça a écrasé la première variable. Parce que j'ai changé la variable à sa place. Vous voyez, ça l'a écrasé. C'est-à-dire maintenant, je n'ai que la nouvelle variable. Tout à l'heure, c'était M et F. Donc, lorsque je clique sur recoder, donc je recode la variable à sa place. Parce que j'ai précisément spécifié ce que je veux. Donc, si jamais j'ai envie de faire cela, toujours, je copie la variable, je la colle pour avoir un exemplaire, toujours en cas de problème. Et il faudrait que je complète moi-même. Il faudrait que je complète moi-même le codage ici. Donc, cette variable, je n'ai que 1 et 2. Maintenant, il faudrait changer d'abord numérique pour que je puisse avoir le tout. Donc, gender, maintenant c'est numérique. Et là, j'aurai 1 pour femme et 2 pour homme. Ajouter, OK. Et donc toujours, je peux ici vérifier. Comme vous voyez ici, l'affichage des codes ou l'affichage des étiquettes pour vérifier si mes données sont bien codées ou pas. Maintenant, ma base de données commence à s'apprêter à une belle analyse parce que mes données maintenant sont devenues importantes, sont devenues toutes codifiées sans aucun problème et tout est bon. Maintenant, l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, celui de vouloir recatégoriser l'âge en fonction des catégories que je veux moi-même. Donc, au lieu de regrouper visuellement, je pourrais cliquer sur transformer. Mais d'abord, j'ai besoin de copier cette variable. Donc, je vais la coller. Donc là, je vais l'appeler. Donc, si je double-clique ici, donc je vais être renvoyé directement à la variable en question. Je vais l'appeler âge regroupé en catégorie 2, parce que j'ai déjà fait un premier regroupement. Donc, âge répondant en catégorie. Et donc là, je prendrai cette variable-là, transformer, recoder les variables. Je vérifie vraiment que j'ai. Donc, je pourrais toujours, si je n'arrive pas à retrouver facilement une variable, je peux sélectionner soit le nom de la variable, soit le libeller uniquement. Hein, je pourrais aussi trier, comme vous voyez. Donc, c'est celle que je veux. Je l'ai appelée âge regroupé par catégorie 2. J'enlève la première pour ne pas avoir de problème. OK. OK. Donc, elle est sélectionnée, ancienne et nouvelle. Et maintenant, j'essaie de voir mes données, comment j'ai envie de les avoir. Donc, plage, toujours ce sont des plages. Je sais que ça va de 19 jusqu'à 77. Donc, la plage de 19 ans jusqu'à 25 ans. Donc, je vais leur donner les codes 1, par exemple. OK. Vous voyez dans le code. Mais il faudrait que je note à côté, dans un bloc-notes, quels sont les codes que j'ai attribués, pour ne pas les oublier. Donc, 19-25. L'autre catégorie, c'est 25 à 50. Je vais leur donner le code 2. OK. Et, par exemple, de 50 jusqu'au maximum. Je vais leur donner le code 3. Vous voyez, donc je peux toujours jouer avec ces modalités comme je veux.
Donc 19, 25, 25, 50, 50 et plus. Poursuivre. Ok. Ok, ok, aucun problème. Donc, je reviens à cette variable-là. Comme vous voyez maintenant, je n'ai que quelques codes. 1, 2 et 3. Vous voyez, ce sont les seuls codes que j'ai. Ce que j'aurai là. Valeur 1. Je pourrais dire inférieur au de 19 à 25 ans. Ajouter. Code 2. Allez, je vais dire 25 comme ça. Hein. 25 ans à 50 ans. Et je vais mettre ça. Ok. Pour montrer quand même que 25 ne fait pas partie de ce premier, mais du deuxième. Et la valeur 3, c'est pour 50 ans et plus. Ok. Et voilà. Donc mes données sont catégorisées comme je veux. Et c'est en quelques clics. Donc pas besoin de prendre une base de données et de commencer à copier, coller, rédiger et avoir énormément de risques d'erreur. Reste la dernière chose, ce sont les variables manquantes ou les données manquantes, les variables avec les données manquantes, j'allais dire. Donc pour le statut matrimonial, comme vous voyez ici, je pourrais trier toujours. Donc variable manquante, je vais lui donner le code 9. Par la suite, toujours dans le codage, on préfère attribuer le code en question qui n'est pas utilisé dans les autres variables. Et donc là, ma variable s'appelle marital status. Marital status, c'est-à-dire statut matrimonial, marié, non marié. Donc c'est une variable numérique. Ok, donc la variable manquante, c'est une variable manquante discrète qui est le code 9. Ok. Donc je précise que 9 est une variable manquante rapidement. Qu'est-ce que cela permet? Lorsque je prendrai la variable marital status, SPSS, d'accord, au début, il a reconnu qu'il y a 5 variables manquantes. Mais maintenant, il peut les identifier. Il peut les identifier. Comme ça, il me donne deux totaux. Hein. Un total des observations valides avec une statistique et un total complet, y compris les variables manquantes. Maintenant, dans les analyses à venir, etc., il va distinguer les variables manquantes des variables observables et il va calculer correctement les tailles d'échantillon. Alors c'est important pour moi parce que SPSS pourrait calculer la taille de l'échantillon, ne pas remplacer automatiquement les données manquantes par des moyennes, hein, parce que parfois il remplace les données manquantes par la moyenne observée et donc ça peut biaiser les résultats. Ou alors lorsque j'ai envie d'avoir une statistique particulière compte tenu des données manquantes. Et donc c'est important de renseigner les données manquantes. Dans mon cas c'était 9, mais dans les données manquantes pour certaines autres variables peuvent être des plages, hein, des plages de la faible jusqu'à l'élevée avec des variables discrètes. Donc je peux avoir soit aucune donnée manquante comme l'autre exemple des variables qui restent, soit je pourrais avoir des valeurs manquantes discrètes, je vais les renseigner une à une, soit je pourrais avoir des plages de valeurs manquantes, comme vous voyez ici, entre faible et élevé. Voilà. Non, voilà, ok. Voilà. Très
Très bien, donc c'était tout pour cette première séance d'SPSS.